Bonjour, mon nom est Richard Gagné. Je suis chef du service de la restauration au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mes collègues qui s'occupent de la diffusion des contenus sur les différentes plateformes numériques du musée ont eu cette idée dans ces temps d'incertitude et puis de confinement et de distanciation sociale de proposer aux différentes personnes qui fréquentent le site du musée de poser des questions sur certaines fonctions du musée qu'on connaît un peu moins, qui agissent un peu, si on veut, derrière la scène qui est la présentation de la collection elle-même. Alors, le premier service qu'ils ont eu l'idée d'approcher pour ça, c'est le service de la restauration des œuvres d'art, dont je suis le chef du service. Alors, sans plus tarder, je vais passer à travers quelques questions qui ont été posées depuis 2 jours sur le site Instagram et je vais essayer au mieux de pouvoir répondre à ces questions-là. Alors, l'une des questions qui est revenue qui portait sur quelles sont les études qui sont requises pour pouvoir effectuer ce travail. Bien entendu, c'est un travail qui comporte d'un côté l'aspect art, l'aspect pratique des arts et bien entendu tout un aspect scientifique par rapport à la connaissance des matériaux, au processus de leur dégradation et à la façon de pouvoir éventuellement les stabiliser, qui est l'enjeu, un des enjeux les plus importants de la restauration des œuvres d'art. Alors, au niveau de la formation générale, les gens qui vont aller du côté des arts visuels vont avoir fait, par exemple, un baccalauréat en arts visuels, en peinture, en gravure ou en sculpture, ou vont encore peut-être parfois avoir des études au niveau collégial, et ensuite vont aller faire certains cours du côté des sciences naturelles, en particulier avec la chimie, la biochimie, mais aussi on pourrait penser même du côté de l'ingénierie et de la physique que ça pourrait devenir des atouts assez importants parce que le domaine de la restauration est un domaine où des spécialités se développent. C'est-à-dire qu'on devient restaurateur de papier, restaurateur de peinture, de sculpture, mais il y a aussi des restaurateurs qui deviennent carrément des restaurateurs conservateurs qui sont liés à l'aspect scientifique finalement du domaine, en particulier qui s'est développé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au 20e siècle. C'est-à-dire qu'ils deviennent donc des chercheurs, des gens qui font de la recherche fondamentale sur les processus de dégradation des matériaux naturels et de voir comment, d'une part, par les conditions environnementales, on peut stabiliser une œuvre. C'est tout le domaine de la conservation préventive qui est très important dans la pratique muséologique, avec les réserves qui contiennent plus que les trois quarts d'une collection générale d'une institution, en particulier comme la nôtre. Et d'autre part, de pouvoir aussi effectuer toutes sortes d'autres recherches dans des domaines un peu connexes. Comme par exemple, dans les derniers 20-25 ans, il y a eu énormément de travail qui a été fait du côté du transport des œuvres d'art parce qu'à cause des grandes expositions itinérantes, toute la question de leur transport, de la mise en caisse, de la prévention des effets de la vibration sur certains médiums ou certains objets comme par exemple les peintures versus les panneaux de bois, de voir quelles sont les conditions optimales pour pouvoir faire voyager ces objets-là sans qu'on puisse observer des changements à l'arrivée de certains de ces transports-là. Alors, il y a des ingénieurs comme ça qui ont développé, des ingénieurs mécaniques qui ont développé toutes sortes de techniques et qui ont amélioré finalement les conditions d'encaissage des œuvres d'art. Alors, comme vous voyez, c'est un domaine qui est très vaste. D'autre part, on peut aussi venir du domaine, comme je le disais, on peut venir du domaine scientifique, tout comme on peut l'approcher aussi par rapport au domaine des arts visuels. Et en ce sens-là, il faut aller chercher, comme je le disais, certains cours plus spécifiques du côté des sciences naturelles, en particulier avec la chimie et la biochimie. D'autre part, avec ce bagage-là, il faut parfaire, si on veut, notre formation en allant faire des cours qui sont spécialisés dans le domaine de la restauration. Alors, au Canada, il y a un programme de maîtrise qui existe à l'Université Queen's en Ontario, qui est un programme de maîtrise qui relève du département d'histoire de l'art, qui se spécialise dans le domaine de la restauration. Alors, je dirais que une grande partie des Canadiens qui aujourd'hui opèrent dans le domaine de la restauration ont été formés à l'Université Queen's. Moi en particulier aussi, j'ai fait ma formation de ce côté-là. En termes de background, au niveau de ma formation, moi j'ai un bac spécialisé en chimie. Et ensuite, déjà, dans ma jeune vingtaine, j'étais déjà très intéressé par les pratiques de l'art contemporain. Alors du coup, j'ai fait presque une majeure en histoire de l'art à l'Université de Montréal dans les domaines de l'art moderne, de l'art contemporain et des discours qui sont reliés, par exemple, des cours sur le formalisme, le féminisme, la pensée structurale qui était très à l'époque dans les années 80, qui était très à la mode au niveau de la pensée. Alors j'ai fait beaucoup d'études de ce côté-là, parce que je savais que je voulais aller du côté de l'art contemporain éventuellement si je demeurais dans le domaine de la restauration.
Une autre question, donc j'ai touché à cette question de la spécialisation des différentes pratiques et de leur importance parce que les médiums en eux-mêmes sont constitués de certains matériaux qui sont très spécifiques. Donc, il faut très bien connaître leur structure chimique, leur comportement par rapport à l'environnement, mais aussi, bien entendu, comprendre quels sont leurs problèmes de dégradation et comment on pourra y remédier, soit par des mesures de conservation préventive ou encore par des mesures curatives en essayant de stabiliser un problème qui survient sur une œuvre. On peut penser par exemple à un soulèvement de peinture, ou par exemple les œuvres sur papier, de la décoloration, par exemple des papiers eux-mêmes, ou à des pertes, par exemple avec des gouaches qui sont très épaisses, avec des pertes et des soulèvements de cette matière-là sur le support lui-même. On me demandait aussi sur une question, quels seraient les conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui voudrait finalement s'intéresser au domaine et éventuellement pouvoir devenir aussi un professionnel du domaine. Bien entendu, c'est de développer des habiletés manuelles, ça c'est quand même extrêmement important. En général, c'est un travail qui demande beaucoup de minutie, qui parfois se fait presque à l'échelle du micro ou de la très petite de la petite entité, si on veut, sur la surface de l'œuvre elle-même. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des soulèvements ou des problèmes qu'on peut voir apparaître sur une œuvre qui sont généralisés sur l'ensemble de l'œuvre. Mais en général, on peut penser qu'on va avoir travaillé souvent sous microscope, par exemple. Donc, d'avoir une attention soutenue sur un point très précis, sur une petite partie de l'œuvre elle-même. Et ça appelle toute cette question qui est extrêmement importante, qui est la question du regard. C'est-à-dire de bien développer au fil des années une espèce d'attention aux détails, aussi à la perception visuelle qu'on va avoir d'un objet pour pouvoir en percevoir de façon très subtile les changements qu'on fait, par exemple lorsqu'on fait un nettoyage de surface ou quand on fait par exemple un enlèvement de vernis, par exemple sur un tableau ancien. Toute cette question de développer cette acuité du regard qui va nous permettre de bien comprendre ce qui se passe visuellement durant l'intervention qu'on fait, tout comme aussi qui va nous permettre de pouvoir faire un examen sur une œuvre et de pouvoir comprendre déjà, d'identifier les matériaux qui composent cette œuvre-là, mais par la qualité du regard lui-même, et non pas en touchant, en essayant de faire toutes sortes de tests, des choses comme ça. Déjà par le regard lui-même, avec les années, en développant cette faculté du regard et vraiment de l'attention qu'on porte sur l'objet, ça, c'est quelque chose qui finalement n'est pas enseigné comme tel, mais qui pour moi est une valeur extrêmement importante et qui, moi, m'a été enseigné par une restauratrice qui a été mon mentor au Musée des Beaux-Arts du Canada, parce qu'avant de travailler au Musée des Beaux-Arts de Montréal, où j'y suis depuis 13 ans, j'ai travaillé quand même pendant 23 ans au Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, comme je vous disais, la spécialité que j'ai développée là-bas, c'est la pratique de la restauration de l'art contemporain. Alors, d'une façon un peu connexe par rapport à ça, je dirais aussi, enfin, pour terminer cette question-là sur les conseils à donner à quelqu'un qui va aller dans le domaine, ce serait de pouvoir essayer aussi de faire du bénévolat, c'est-à-dire d'aller auprès d'institutions qui acceptent des bénévoles dans différentes fonctions du musée, ne serait-ce que pour comprendre comment un musée opère au niveau des différentes fonctions, les rapports entre la conservation, la restauration, le département d'enregistrement, les archives, les services techniques en installation, de pouvoir comprendre, d'avoir cette expérience, d'avoir vécu dans une institution comme ça, de voir aussi si on aime ce travail d'équipe-là, parce que le travail de musée, c'est beaucoup un travail qui est lié à l'expertise de différentes avenues, sinon de différentes fonctions, qui concourent à la préservation et au maintien des bonnes conditions de l'œuvre d'art. Alors, c'est assez souvent, plus souvent qu'autrement, une question de travail d'équipe qui va se passer dans les musées, bien que lorsque nous sommes avec l'objet d'art lui-même, on est en train vraiment de faire une intervention directement sur une œuvre où on travaille aussi de façon un peu isolée, et en particulier lorsque c'est des traitements qui sont très délicats, c'est que ça s'avère quand même assez important de pouvoir avoir une espèce de quiétude, un espace de travail qui nous appartient à nous, si on veut, avec notre petit chariot à côté de l'espace où on va faire l'intervention sur l'œuvre, et parfois aussi d'avoir beaucoup de silence, je dirais, par rapport à certaines interventions. Et ça, même dans un laboratoire où on partage un espace, comme dans le cas du Musée des Beaux-Arts de Montréal, nous sommes quand même 5 restaurateurs et 3 techniciens qui travaillent sur les différentes fonctions de la collection. Et alors, le laboratoire de peinture en particulier, qui est un espace assez grand, permet d'avoir 3 ou 4 personnes en même temps, parce que la restauratrice aussi qui travaille aux œuvres graphiques est
concomitantes, si on veut, dans le même lieu. Alors, parfois, on demande d'avoir le silence, ou en particulier, un autre exemple de ça serait dans le cas, par exemple, de la technicienne à la restauration des cadres. Parfois, lorsqu'elle a à faire des interventions où elle redore certaines parties du tableau, ou lorsqu'elle crée aussi parfois à partir de copier de modèles existants historiques, lorsqu'elle crée un nouveau cadre pour une œuvre nouvellement acquise, ou encore pour une œuvre où le cadre n'était pas tout à fait adéquat par rapport à la période historique, et ne serait-ce aussi que par rapport à l'esthétique de la période du tableau. Alors à ce moment-là, il y a toute cette question de demander, par exemple, de ne pas se déplacer autour de là, parce que la feuille d'or est très très légère et que toute ventilation pourrait amener des problèmes au niveau de la mise en place finalement de la dorure elle-même. Alors que vous voyez, déjà je vous montre différents aspects de toute cette fonction-là qui s'élabore autour de la fonction de la restauration. On me posait aussi cette question à savoir à quoi ressemble une journée type d'un restaurateur dans une institution comme un musée. Et là, j'aimerais peut-être apporter aussi certaines précisions par rapport au fait aussi que le métier de la restauration peut aussi se pratiquer de façon privée, c'est-à-dire de ne pas travailler en institution. Alors là, la fonction va devenir un peu plus différente, dans le sens que nous, travaillant sur une collection, il y a toute la fonction de la conservation préventive, c'est-à-dire de la mise en réserve, de pouvoir aussi assurer le maintien des conditions d'une œuvre d'art par les conditions dans lesquelles on l'expose, c'est-à-dire donc, par exemple, dans les réserves, de les maintenir le plus souvent possible dans le noir total, d'avoir de bonnes conditions d'humidité, aussi de faire des boîtes de préservation avec des coussinages adéquats pour ne pas abîmer les œuvres lorsqu'on les déplace, avec toute cette fonction finalement de prévention et du maintien de la condition de l'objet est quelque chose qui est un petit peu moins le domaine des restaurateurs qui vont travailler dans le privé, alors qu'eux sont presque uniquement dans une fonction de traitement curatif, c'est-à-dire d'intervention sur l'œuvre, de stabiliser, si on veut, la condition de l'œuvre, de réparer, entre guillemets, finalement une condition qui est adverse et qui amène une dégradation de plus en plus importante de l'œuvre elle-même. Alors nous, au musée, alors, on va avoir différentes fonctions qui nous échuent selon les domaines de nos spécialités. Fait que d'une part, il y a le fait de la restauration curative elle-même pour préparer des œuvres qui vont être mises en exposition, par exemple, dans les salles de la collection permanente. Certaines de ces œuvres-là pourraient être parfois requises aussi pour faire partie de certaines expositions temporaires qui vont être présentées chez nous, c'est-à-dire qu'on ajoute des œuvres à un corpus d'œuvres qui va nous arriver de différents prêteurs, tout comme aussi il y a toute la préparation des œuvres qu'on envoie de façon parfois individuelle ou par petits groupes dans des expositions à travers différentes institutions à travers le monde, beaucoup au Canada, mais aussi beaucoup en Europe, en France, en Suisse, en Allemagne, même en Angleterre et aux États-Unis bien sûr. Et d'autre part, il y a cette fonction aussi de faire la documentation des œuvres. Alors là, c'est la fonction, par exemple, de l'acquisition qui se produit pour finalement enrichir la collection. Alors nous, pour chaque œuvre qui arrive au musée, on fait un examen assez poussé pour bien déterminer, d'une part, identifier les matériaux qui composent cette œuvre-là, voir si ces matériaux-là sont en conditions stables, aussi essayer de prévoir quels seraient dans le moyen, dans le long, les conditions ou une possibilité que cette œuvre-là pourrait se dégrader potentiellement selon la nature et aussi le vieillissement des matériaux auxquels, avec les conditions dans lesquelles cette œuvre-là a été soumise au fil du temps. Donc, toute cette question de la documentation et donc de travailler aussi parfois sur ordinateur pour créer des dossiers, de faire une documentation photographique aussi très importante autour de ces œuvres-là. Donc, de commencer à prendre en charge l'histoire de l'œuvre à partir du moment où elle nous arrive dans la collection. Alors, la même chose va se passer aussi pour la condition de prêt, où une œuvre qui est envoyée en prêt est toujours accompagnée d'un rapport cumulatif d'état, où on décrit d'une part les matériaux, mais de façon succincte, mais on décrit plutôt l'apparence de l'œuvre en termes de, par exemple, s'il y a des craquelures sur des tableaux, ou s'il y a des parties manquantes sur une œuvre, sur une sculpture, ou s'il faut faire attention à certaines craquelures, certaines zones qui sont plus fragilisées. Alors, il y a toute cette description visuelle qui va être accompagnée de schémas et aussi de photographies annotées qui vont bien aider les gens qui vont recevoir l'œuvre à pouvoir se rendre compte que la condition de l'objet n'a pas été modifiée durant le transport de l'œuvre elle-même. Alors, vous voyez que tout cet aspect... Alors, la fonction de la restauration ou du métier, si on veut, dans un musée, c'est une fonction qui est extrêmement multifonctionnelle. À tous les jours, on a toujours 3 ou 4 tâches qui sont concomitantes, qu'on va faire et qu'on va organiser
selon les journées qui se présentent. Et puis là, tout à coup, on peut avoir aussi une demande urgente à résoudre, par exemple par rapport à une installation qui est en train de se produire, ou encore par rapport à des réunions qu'on peut avoir aussi pour préparer une exposition, des choses comme ça. Fait qu'il y a un facteur de planification, il y a un facteur aussi de pouvoir, au jour le jour, être capable de modifier son horaire. Alors, en ce sens-là, c'est un métier qui est extrêmement dynamique, où on apprend constamment. Il faut être très curieux aussi dans le domaine de la restauration. Il faut toujours avoir le goût d'apprendre, c'est très important. Et c'est un domaine justement où on ne cesse d'apprendre. Et c'est un métier pour lequel moi je suis extrêmement heureux et vraiment passionné de pouvoir le faire parce que je ne cesse d'apprendre par rapport au fait des objets d'art, de leurs matériaux et aussi de leur signification en étant en conversation avec des conservateurs, par exemple, de la collection. Ça vous donne un peu une idée de la journée qu'on pourrait avoir à l'intérieur d'un musée. Il y a une autre question qu'on se posait qui était liée par rapport à ça, auquel j'ai un peu répondu. C'est quelqu'un qui sans doute connaît un peu plus les domaines de la muséologie, qui posait la question à savoir si nous, comme restaurateurs de musée, on fait plus de conservation préventive qu'on ferait des interventions de nature curative. Alors, je vous l'ai bien montré, je pense, depuis quelques minutes, que oui, on essaie de maintenir une espèce d'équilibre, justement, cette fonction de prévention par la documentation, en mettant en place des mesures finalement qui vont permettre de bien conserver l'objet et d'avoir aussi des politiques, des procédures aussi au niveau de la présentation des objets. Un exemple très simple, par exemple, c'est vous devez sans doute savoir qu'en général, on demande à ce que des œuvres textiles, par exemple, ou encore des œuvres sur papier ne soient exposées que 3 ou 4 mois à la fois et pas plus. Parce qu'en général, ce sont des matériaux qui sont beaucoup plus sensibles à la lumière. Et souvent, vous allez entrer aussi dans des salles d'art graphique ou dans des cabinets qui sont dédiés finalement à la présentation d'œuvres de cette nature-là, où justement vous allez peut-être réaliser que l'intensité lumineuse est beaucoup moindre que par exemple dans des salles qui sont constituées par exemple de peinture en général ou de sculptures qui comprennent des bronzes, des céramiques, des matériaux qui sont quand même très très stables à la lumière. Alors bien entendu, c'est lié au fait de l'exposition à la lumière et à l'intensité lumineuse. Parce que l'effet de la lumière sur ces matériaux-là, c'est toujours un effet cumulatif. C'est pas un effet que tout à coup on le met dans le noir et tout à coup ça va ramener l'objet à son état antérieur. Au contraire, c'est toujours un effet à chaque fois qu'on expose de plus en plus l'objet, de plus en plus il va être exposé à cet effet adverse qui est la lumière, et en particulier pour le domaine des rayons ultraviolets, et que donc, du coup, on va demander à ce que ces œuvres-là soient exposées sur une période moindre et aussi à une intensité lumineuse qui va être contrôlée. Fait que ça, c'est le domaine de la conservation préventive qui se produit à ce moment-là. Donc, il y a cet aspect-là, mais moi, comme chef du service, j'essaie aussi beaucoup, d'une part, il va y avoir les interventions curatives qui vont se faire pour la préparation des prêts. Souvent, ça va être des interventions qui vont être assez limitées par rapport à, par exemple, peut-être un nettoyage de surface très rapide ou encore peut-être une consolidation très localisée. Mais parfois aussi, il y a des œuvres qui sont demandées en prêt ou pour une exposition qui va faire partie de la collection permanente ou encore d'une exposition temporaire qui va venir chez nous, où tout à coup, une œuvre, on considère que même si on peut l'avoir exposée pendant des années dans une certaine condition, en particulier par rapport à la condition de son vernis pour une œuvre ancienne, tout à coup, on se dit, on sait qu'elle n'est pas dans son état de présentation la meilleure, si on veut, et que donc, dans ce cas-ci, ça vaudrait peut-être la peine, dans ce contexte-là, en particulier, par exemple, si c'est une exposition monographique d'un artiste, de pouvoir montrer au mieux une œuvre dans ses conditions les meilleures, dans son intégrité, je dirais, la meilleure par rapport à sa valeur historique et aussi de conception de la part de l'artiste. Et donc, d'entreprendre des opérations de restauration qui sont beaucoup plus importantes au niveau d'investissement du temps et de l'opération et des procédures qui vont être mises en action. Alors là, du coup, j'essaie de libérer finalement ce restaurateur-là des fonctions quotidiennes du domaine de la restauration et de nos activités pour pouvoir permettre à cette personne-là justement de se concentrer sur une œuvre en particulier et sur des traitements qui vont être beaucoup plus complexes parce qu'il y a toute une étape de préparation, il y a aussi toute une étape de faire des tests, de vérifier finalement, par exemple dans le cas d'enlèvement des vernis, si par exemple, quels sont par exemple les mélanges de solvants qui vont permettre de façon très sécuritaire de pouvoir retirer par un effet de dilution finalement ce vernis-là ancien qui est décoloré pour lui remettre un nouveau vernis qui va resaturer les couleurs du tableau et aussi d'avoir un degré
de luisance qui va être lié aussi avec une espèce de rapport historique au vernis qui était utilisé à l'époque par cette école, soit européenne ou même nord-américaine, de penser au niveau de l'application des vernis, au niveau de la saturation et de la brillance des vernis. Fait qu'il y a toutes sortes de tests qui sont faits préparatoires par rapport à ça. Fait que vous pouvez imaginer que tout à coup, il y a tout un domaine de préparation qui devient extrêmement important autour de cette œuvre-là et que j'essaie, moi, de libérer finalement comme chef de service, ce restaurateur-là, des autres fonctions de prêt, d'activités quotidiennes, par rapport même à la collection permanente, par exemple, ou encore d'avoir des réunions de préparation d'exposition ou de d'autres projets, ou même de mise à niveau de certaines réserves ou de différents projets comme ça. Donc, de libérer la personne pour qu'elle puisse se concentrer sur le projet en question. Il y a une autre question qui a été posée, qui me concerne un peu moins, qui est celle de la question à savoir, est-ce qu'on a été amené à restaurer des œuvres très très anciennes et quelles seraient les œuvres sur lesquelles vous auriez travaillé? Comme je vous le dis depuis le début de ce petit entretien, finalement, moi, je travaille dans le domaine de l'art moderne et en particulier encore plus de l'art contemporain. Alors moi, les œuvres les plus anciennes sur lesquelles j'ai pu travailler, c'est peut-être des œuvres des années 1910, 1900 ou quelque chose comme ça. Cela dit, souvent, je fais quand même des examens sur des œuvres anciennes pour acquisition. Mon domaine de formation premier, c'est le domaine de la peinture. Mais de par la nature de l'art contemporain, j'ai été amené à développer aussi tout un domaine de savoir qui était lié aussi d'une part à ma formation à l'époque où j'ai fréquenté le programme de l'Université Queen's. Alors à toucher autant au domaine du papier, au domaine aussi de la sculpture avec les installations dans le contemporain, donc les différents matériaux qui composent le domaine de la sculpture, le bois, les différents métaux, et aussi toute la fonction de l'art médiatique, des pratiques de ces œuvres qu'on dit qui sont basées sur le temps, c'est-à-dire les time-based media. Alors, toute la question des œuvres vidéographiques, des projections comme ça numériques au mur, des choses comme ça. Ça aussi, il y a tous des protocoles de préservation qui sont très spécifiques à ces objets-là. C'est une histoire qui est très récente, il y a beaucoup d'études qui se font par rapport au fait de pouvoir améliorer aussi ces conditions de préservation-là. Mais donc, j'ai été amené, moi, à développer une attitude beaucoup plus large par rapport à l'ensemble des matériaux, même si mon domaine de prédilection, c'est le domaine des arts visuels et de la peinture en particulier. Mais pour mes collègues, c'est vraiment des domaines de spécialité. Alors, pour vous donner un bel exemple d'œuvres anciennes quand même, sur lesquelles des collègues ont pu travailler très récemment, c'est dans le cadre du réaménagement de nos collections des cultures du monde, qui aujourd'hui qui est le 4e étage du pavillon des Marais des Arts du Tout-Monde. Alors, dans ce cas-ci, on a eu de très beaux projets de restauration en préparation de ce réaménagement complet-là, de ces collections-là. Alors, en particulier, ma collègue Nathalie Richard, qui est restauratrice aux objets, a elle-même travaillé ou a supervisé des travaux de restauration auprès de restaurateurs qui étaient engagés à cause de la quantité de travail dans un temps assez limité qu'on avait à faire. Alors, d'une coup, peut-être une des œuvres les plus anciennes qui a été restaurée par une restauratrice en papier qui est venue à contrat travailler chez nous, c'est des fragments des manuscrits de la mer Morte. Donc, ça, c'est des œuvres très anciennes qui remontent à 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ. Et en particulier, dans ce cas-ci, c'est des œuvres qui avaient quand même été restaurées dans le passé, mais dont le montage n'était pas très adéquat. Et en plus, on s'est rendu compte, en travaillant avec une personne qui était capable de décrypter ce type d'écriture-là, que finalement, l'ordonnance aussi des différents fragments était un peu fausse et que cette personne-là nous a permis de pouvoir rétablir, d'une part, la bonne séquence des fragments et d'autre part, en faisant le démontage, donc de faire une dérestauration d'un premier montage qui avait été fait, parce que dans le domaine de la restauration, souvent on a à faire des interventions qui sont de nature de dérestauration par rapport à des œuvres où il y a déjà eu des interventions. Alors dans ce cas-ci, elle a démonté complètement les différents fragments. Ça a été pas évident. Il a fallu qu'elle travaille en faisant ce qu'on appelle un cartonnage, c'est-à-dire en protégeant par la face les fragments, en utilisant une colle très 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 légère qui permet d'adhérer les trucs, de pouvoir retirer finalement les fragments du support auxiliaire sur lequel il était monté, de consolider ces fragments-là et ensuite de les réapposer de façon adéquate en termes d'ordonnance, mais aussi avec des matériaux plus contemporains qu'on utilise aujourd'hui dans le domaine de la restauration des œuvres sur papier, avec une adhésion minimale, mais suffisante pour pouvoir permettre de garantir l'intégrité maintenant à plus long terme
de ce fragment-là en particulier. Une autre œuvre sur laquelle, qui a été très intéressante pour nous de travailler, parce qu'on n'avait pas une grande expertise de ça, c'est une magnifique armure japonaise de la période des samouraïs, une armure japonaise très élaborée, qui est sans doute une armure de type d'apparat, qui ne servait pas non, au combat, mais plutôt pour les grandes cérémonies, les parades, des choses comme ça, où il y a des plastrons en cuir très ouvragés, avec des effets de feuilles d'or, avec tous des rubans de soie, des cordons de soie qui font le montage de différentes parties. Alors cette armure-là, elle est en exposition aux Arts du Tout-Monde. Alors on a travaillé avec une spécialiste qui a développé une expertise ici à Montréal sur ce type d'armure-là. Et c'était un projet extrêmement intéressant parce qu'on a pu, en travaillant avec cette personne-là, apprendre d'une part, mais aussi partager aussi des savoirs par rapport à certaines surfaces, certains matériaux, certaines façons de nettoyer et aussi remplacer certains éléments, en particulier dans certains cordons de soie qui étaient très très affaiblis, de pouvoir restructurer, si on veut, l'armure elle-même. Un autre beau projet aussi qui est en cours, qui n'est pas terminé tout à fait, qu'on fait dans le moment avec l'Institut canadien de conservation, qui est un centre où il y a des restaurateurs d'une part qui travaillent et qui offrent leur service à l'ensemble des institutions canadiennes, mais qui ont aussi tout un service de recherche fondamentale, de chercheurs qui travaillent et qui font de la recherche, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, sur différents aspects de la dégradation ou encore de développer des nouveaux matériaux pour le domaine de la restauration. Alors, il y a ce trône chinois très important qui date du début du 18e siècle, qui est un trône assez particulier, qui est assez singulier, il en existe très peu dans le monde, où là, finalement la laque qui est appliquée sur le trône, qui a une forme très particulière, qui correspond finalement à des modèles qui étaient dédiés aux empereurs lorsqu'ils ils partaient en tournée dans les différents royaumes de la Chine. Alors, c'est ces fauteuils d'apparat-là. Dans ce cas-ci, c'est de la laque qui est appliquée dans des zones en creux avec des espèces de, de petits réseaux, un peu comme par exemple la technique du champ levé dans les hémocircuits. Alors ça, c'était pratiqué pendant une période assez limitée dans une région très précise de la Chine. Et c'est un trône comme ça qu'on a reçu en prêt d'un collectionneur, M. Van Horn, qui à l'époque avait fait beaucoup de voyages à la fin du 19e siècle et qui avait ramené ce trône-là. Alors ce travail-là est très complexe parce que d'une part il y a des problèmes de structure au niveau du trône lui-même, mais c'est un trône qui est exposé sans doute à l'époque où il faisait partie de la collection de ce grand marchand de Montréal, qui est sans doute exposé de façon un peu trop excessive à la lumière. Or, la laque est très sensible à la lumière. Il y a des phénomènes de biodégradation qui se produisent, de fragmentation finalement du film de laque lui-même. Alors, il va y avoir tout un travail de stabilisation à faire et ça, c'est assez complexe. Alors, pour ce projet-là, on travaille avec une grande spécialiste des laques orientales qui s'appelle Marianne Webb, qui est une restauratrice canadienne qui a travaillé pendant des années au Royal Ontario Museum, qui a développé toute une expertise par rapport aux lacs. Et elle va faire un travail avec les restaurateurs de l'Institut canadien en collaboration avec nous aussi. Alors, c'est un travail d'équipe qui va se produire autour de ce trône-là. Dans le moment, toutes les études, les micro-prélèvements ont été faits pour bien identifier toute la stratigraphie, c'est-à-dire toutes les couches qui composent les différentes parties du trône. Et éventuellement, on va entreprendre très bientôt, où on est sur le point d'entreprendre la restauration comme telle, qui va durer facilement un bon 18 mois autour de cette œuvre-là. Alors, vous voyez, parfois, certains projets peuvent devenir comme ça, d'une grande amplitude et amener différentes expertises à partager leur savoir pour le mieux-être et le bien-être de l'objet sur lequel on est en train de travailler. En fait, peut-être que je vais finir avec cette question-ci parce que le temps avance. On m'a demandé la question à savoir quel a été pour moi peut-être un des plus grands défis avec certaines restaurations. Alors, je vous dirais que dans mon cas, dans le domaine de l'art contemporain, c'est probablement des nettoyages à faire sur les grands tableaux monochromes qui sont apparus à partir peut-être de la fin des années 50, des débuts des années 60. Alors, qui est un peu une espèce d'achèvement de la pratique de la peinture. Des œuvres qui souvent on trouve un peu anodines, on se dit n'importe qui peut peindre comme ça un tableau d'une seule couleur, mais souvent dans les tableaux monochromes, ce sont des tableaux qui sont constitués de plus de 15, de 20, même jusqu'à 25 couches, très minces, qui sont appliquées, où il y a des tons très particuliers qui sont créés, et c'est des surfaces qui sont en général très fragiles, et puis lorsque parfois il y a des salissures qui se produisent ou des petites éraflures en surface, à ce moment-là, contrairement, par exemple, à des œuvres anciennes qui sont liées, par exemple, à une représentation, à la construction d'une image avec plusieurs couleurs, avec des effets de texture, des choses comme ça. Dans ce cas-ci, on a une surface qui est très, très plane
et qui doit le demeurer le plus possible parce que cette idée, c'est de nous faire faire cette expérience de se perdre dans le champ de la peinture et d'arriver éventuellement, par cette perception-là, à nous élever un peu plus, à nous faire vivre une certaine expérience du vertige, de ce qui s'approcherait finalement dans la question du sublime. Alors dans ces cas-ci, d'arriver à faire un nettoyage qui va être parfaitement uniforme, parce que souvent, il arrive parfois qu'on peut faire une intervention qui est strictement limitée, qui est très localisée sur une éraflure ou sur une salissure qui s'est produite durant un transport ou même durant une présentation en collection. Mais la plupart du temps, c'est qu'on se retrouve à faire face au défi où il faut nettoyer l'ensemble de la surface. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce que ça devient extrêmement difficile, parce que, bon, en général, les grands monochromes, ils vont être faits à l'huile souvent, mais plus souvent qu'autrement. En tout cas, moi, les monochromes auxquels j'ai pu travailler, par exemple, sur des tableaux de Molinari dans la série des quantificateurs, ou sur des tableaux, par exemple, de Claude Tousignan ici au Québec, ça a été souvent des toiles qui sont à l'acrylique. Et dans ce cas-ci, il faut très bien comprendre la façon dont l'artiste applique la matière, soit rouleau, en général c'est par des rouleaux, mais c'est comment la peinture a été diluée, quelle est sa sensibilité par rapport, même si c'est un film plastique, sa sensibilité par rapport au milieu aqueux, jusqu'à quel point aussi on peut travailler avec des surfactants ou des agents nettoyants de cette nature-là qui vont nous permettre d'aller briser finalement la tension de surface du film lui-même pour pouvoir être capable de déloger de façon plus rapide et de façon adéquate la saleté. Alors dans ce cas-ci, c'est plus souvent qu'autrement des nettoyages répétitifs qui vont être faits un à la suite de l'autre, avec des périodes d'asséchage, en travaillant aussi parfois avec des pinceaux, parfois avec des rouleaux très mous, parfois avec des chamois. Ça dépend des surfaces, ça dépend de l'aspérité, même si la surface nous apparaît très lisse, de chacune des surfaces. Et il y a toujours cette possibilité que durant le séchage, il y a des anneaux de séchage qui peuvent se créer et que donc c'est extrêmement stressant de pouvoir travailler sur ces surfaces-là parce que, tout en connaissant très bien la nature des matériaux, on se retrouve parfois avec des conditions qui sont parfaitement singulières et où tout à coup, c'est pas toujours évident, en particulier pour les couleurs très foncées, de pouvoir ramener la surface à sa saturation originale et aussi parfaitement égale et uniforme sur l'ensemble de la surface. Alors, lorsqu'un restaurateur qui se spécialise dans le domaine de l'art contemporain à faire face avec le nettoyage de surface d'un tableau monochrome, on sait qu'à chaque fois, on va avoir des sueurs. C'est certain. Parce que les premiers 2 ou 3 premiers passages, ça va être inégal. On va diluer un peu la saleté. On va l'étendre. Et pour ça, comment on va être capable de récupérer ça? C'est un domaine qui est très particulier et qui nous fait souvent très, très peur. Même si en apparence, ça paraît tout simple de pouvoir nettoyer une surface égale comme si c'était un mur, finalement. Mais c'est pas du tout le cas. Alors, sur ces quelques petites remarques, j'espère que vous avez apprécié cette petite expérience et que peut-être on en fera d'autres au fil des jours qui vont venir, étant donné la situation que l'on vit. Alors, je vous souhaite bonne chance et surtout, prenez bien soin de vous et respectez les règles que notre gouvernement nous demande de bien maintenir la distanciation entre nous et à la limite aussi de s'isoler si on a peur d'avoir d'être avoir été finalement infecté par le virus. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.